L'habit est essentiel, l'habit a toujours été important, évidemment, on a toujours usé de l'habit pour montrer sa carte et déclarer en fait extérieurement à quel parti on appartient. Est-ce que j'appartiens à tel parti parce que j'ai un chapeau noir de telle forme, est-ce que j'appartiens à tel parti parce que j'ai une kippa comme ça ou pas de kippa du tout? Retrouver le docteur Michael Ben-Admon lequel nous étions tout à l'heure. Nous avons parlé des différentes facettes de Pourim, entre autres sur les réseaux sociaux. Michael Ben-Admon, bonjour, Boker Tov, Chag Sameach à nouveau. Alors, je voudrais que maintenant que l'on se projette sur le Shabbat qui approche et qui va nous faire rentrer, on va rentrer dans le Shabbat avec certainement une bonne note, une bonne dose de joie et de réjouissance. Je voudrais qu'on parle de cette paracha de Tetzavé qui est la paracha dans laquelle le nom de Moïse, de Moshe Rabbeinu ne figure pas. Et c'est une paracha dans laquelle on parle du Mishkan, bien entendu, et en particulier des habits du Kohen Gadol. Alors, lorsque l'on parle d'habits, on parle aussi de déguisement, et ça nous rapproche de la fête de Pourim. Vous y voyez un lien ? J'y vois un lien sociologique, anthropologique, dans le sens où on voit les personnes qui se déguisent aujourd'hui, mais vous savez que le déguisement n'a pas toujours été en vogue dans le monde juif pour Pourim. Un texte très intéressant de Rabbi Yosef Messas dans ses responsables, Chaim, où il voit en fait que la façon de se déguiser, enfin les déguisements de façon générale, sont une influence du carnaval, donc du monde chrétien. Et il a d'ailleurs vu ça sous un œil extrêmement négatif, puisque lui-même interdisait pas uniquement le déguisement, mais même le fait de porter un masque, vous voyez, D'ailleurs, historiquement, est-ce que c'est un hasard ou le fait que la fête de Pourim tombe à l'époque des carnavals, du Mardi Gras, ou alors qui a copié sur l'autre ? Alors, je vais vous dire, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais j'aurais pas de doute en fait à répondre que j'ai l'impression que c'est nous qui avons copié, tout simplement, que le monde juif a intégré cette histoire de carnaval. Un peu comme à l'époque de Hanouka et Noël, vous voyez, on a toujours... Ça veut dire on se déguisait pas probablement à l'époque de la Mishnah, à l'époque du Talmud, on ne se déguisait pas pendant la fête de Pourim. Non, je crois pas qu'on se déguisait. Je n'ai pas en tête en tout cas des textes que je peux oublier, mais j'ai pas en tête des textes talmudiques halachiques qui nous parlent de... On voit dans la halakha que les hommes se déguisaient. On a un responsable du Maharimin, c'est un rabbin italien, qui lui parle des déguisements d'hommes qui se déguisent en femmes, de femmes qui se déguisent en hommes. Et certains d'ailleurs étaient très très réticents par rapport à ça. C'est un débat dans la littérature halachique. Certains étaient réticents parce que, vous voyez, on est en Italie, c'est les masques, les balles masquées qui finissaient pas toujours à la synagogue, si vous voulez savoir. Ça finissait autre part. Et donc, quelque part, il y a une réticence à permettre les déguisements, surtout ce genre de déguisements. Et puis, au fond, vous savez, certaines fois, c'est la réalité du quotidien qui l'emporte. Et aujourd'hui, en Israël, par exemple, hier, dans la rue, je me suis simplement trouvé nez à nez avec Spider-Man. Vous voyez, donc ça arrive, personne ne pose la question de savoir si c'est permis ou c'est interdit. La réalité est plus forte que tout. Alors, vous avez en fait, Daniel, posé la question de la paracha et concernant les habits. Mm-hmm. Alors, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Je dirais même, je ne sais pas s'il faut employer le mot moderne, mais la réflexion sur l'habit, aujourd'hui, elle nous est évidemment connue. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde de mode, de stylisme, où l'habit est essentiel. L'habit a toujours été important, évidemment. On a toujours usé de l'habit pour montrer sa carte et déclarer en fait extérieurement à quel parti on appartient. Oui. Est-ce que j'appartiens à tel parti parce que j'ai un chapeau noir de telle forme, est-ce que j'appartiens à tel parti parce que j'ai une kippa comme ça ou pas de kippa du tout, ou une kippa transparente, vous voyez. Donc les habits, ça a toujours été évidemment un symbole, un signe en fait extérieur d'appartenance sociologique. Et je pense que cette idée-là, elle est fondamentale parce que d'abord, je vais la dire pour la dire parce que je pense que c'est simplement évident et les évidences doivent être dites. Par exemple, l'habit noir du juif, chapeau et costume, n'a rien à voir avec le judaïsme lui-même. Mmh. Et il faut le dire quand même parce que très souvent, certains ont l'impression que lorsqu'on est habillé en noir, alors on est plus religieux, on est plus strict. Bon, on sait très bien que c'est faux. Que c'est uniquement une appartenance sociologique. C'est une volonté de montrer sociologiquement à qui on appartient. C'est vrai également pour un autre domaine qui est le domaine de la tsniout, la pudeur vestimentaire, qui est donc ce grand concept magnifique de tsniout qui a été réduit malheureusement à uniquement une question vestimentaire où on a l'impression que pour être
tsniout, vous voyez, c'est comme ça que ça se dit, pour être tsniout, eh bien, il faut avoir tel ou tel habit, encore une fois, en mettant l'accent sur l'extérieur, l'habit extérieur, plutôt que de parler véritablement du concept même de tsniout, qui est bien plus vaste. Et vous voyez, encore une fois, quand on parle de l'habit dans le monde juif, là, eh bien, on tombe dans le panneau. Vous voyez, on veut parler de l'habit, et de l'habit comme étant uniquement l'extérieur, et puis après, on tombe mais c'est justement ça, Michael. L'habit, c'est trompeur, parce que, et c'est justement la racine en hébreu du mot beged, bagad, livgod. C'est trompeur, c'est-à-dire que l'habit nous dissimule quelque chose que nous avons à l'intérieur et qui n'est pas, que nous cachons bien de manière très, très précieuse. Alors, c'est vrai que l'habit, je ne dirais pas que l'habit est trompeur, mais l'habit camoufle quelque chose. Camoufle, oui. Maintenant, c'est difficile parce qu'on est tous habillés et on a tous choisi un certain style vestimentaire. En fonction de quels critères ai-je choisi ce matin de mettre une chemise à carreaux de telle couleur? Vous voyez, quels sont les critères exactement? Est-ce que j'ai comme critère uniquement une volonté d'appartenir à telle ou telle société, ou alors de brouiller des pistes, de pas être identifié? Vous voyez, on est toujours déguisé. C'est ça, je crois, l'élément. Il n'y a pas de moment dans la vie où on n'est pas déguisé, où on ne joue pas un rôle. Peut-être à l'exception du Kohen Gadol, de ces habits qui sont des habits rigoureux, qui se présentent uniquement devant le Tout-Puissant. Non, parce que le Kohen Gadol avait justement le jour de Kippour d'autres habits, il se déguisait également. Encore une fois, les habits du Kohen Gadol, en effet, vous faites allusion à ce que disent les sages, avaient une fonction particulière et étaient censés également amener un certain pardon en fonction pour les fautes du peuple d'Israël. Je crois qu'il faut comprendre également cela. Il n'y a pas uniquement sur un mode mystique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tous toujours déguisés. On ne peut pas jouer, on ne peut pas sortir du jeu de la société. Et la question de savoir, c'est à quel moment notre véritable identité, je dirais, eh bien, prend place. D'accord? Moi, je crois que justement, l'idée de Purim, c'est de dire, au moment où tu es déguisé, tu es toi-même. Au moment où tu n'es pas déguisé, tu n'es pas toi-même. Vous voyez? Comme on dit en hébreu, afour à la four. C'est-à-dire que lorsque je suis habillé au quotidien tel que je m'habille généralement, eh bien, je ne donne pas d'informations, a priori, sur ce qui émane de moi, paradoxalement. Alors que le jour de Purim, lorsque je me déguise, et je choisis un déguisement qui, a priori, ne serait pas anodin, eh bien, a priori, je suis moi-même. En tout cas, j'ai la possibilité d'être moi-même. Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque nous habitions au kibbutz, il y a quelques années, eh bien, ma femme s'occupait d'un grand marsan tarposot, c'est-à-dire un hangar comme ça de déguisement. Il y avait là des milliers de déguisements. Et alors, à un moment, elle avait commencé, avant Purim, à recevoir des personnes qui souhaitaient choisir un déguisement, ou alors même faire des activités pour les personnes qui venaient de l'extérieur, et avoir une activité comme ça, vous voyez, on va se déguiser, on va s'amuser. Et alors, une fois, il y a quelqu'un qui est arrivé, un rabbin qui est arrivé, je vous dirais pas, vous connaissez pas, enfin, c'est pas un rabbin français, donc il n'est pas connu par les auditeurs. Et puis, l'instruction était, en 30 secondes, il y avait plein de déguisements, prends quelque chose et déguise-toi. Ça doit être immédiat, dans l'intuition, voir qu'est-ce qui va sortir. Alors, ce qui était passionnant, c'est que cette personne-là, il a pris un coussin, il s'est fourré ça dans le ventre, un fichu sur la tête, il s'est déguisé en femme enceinte. Et quand après, il a dû dire, et on lui a posé la question, mais pourquoi t'es arrivé à ça? Il a dit, mais j'en sais rien. Non, c'est venu comme ça, j'en sais rien. Vous voyez, donc il y a dans le déguisement, beaucoup plus que dans l'habit du quotidien, en fait, une possibilité, je dirais, de laisser parler peut-être l'inconscient ou quelque chose de plus intuitif, et justement de découvrir quelque chose sur nous-mêmes. Donc le déguisement, d'accord, et bien également, même en hébreu on le dit, d'accord, nous découvre, d'accord, dans la recherche de l'habit, eh bien nous fait découvrir une parcelle de nous-mêmes. Donc ça, en effet, c'est peut-être, on va dire, même si ce n'est pas, je dirais, halachique, le fait de se déguiser, ou ce n'est pas d'une source halachique, eh bien, le judaïsme a transformé cet élément en quelque chose d'extrêmement beau. Je dois vous dire que moi, hier, ma fille m'a dit qu'une grande partie de ses copines dans son école religieuse à Jérusalem se sont déguisées en démons. Alors, je dois dire que à part le corona, je vois pas ce qui peut avoir été comme facteur d'influence. Mais vous voyez, évidemment, donc on a cet usage qui, à mon avis, a été intégré dans le monde juif et qui est positif, tant qu'il reste évidemment dans les cadres de la morale et de l'éthique. Voilà. Alors, mais je crois, Daniel, qu'on a également dans la paracha une question à poser actuelle. Parce qu'au fond, la paracha nous parle des habits du Kohen Gadol. Donc des habits extraordinaires, des habits qui sont, on va dire, quasi miraculeux, qui sont appelés Bigdei Kodesh. Bon,
Et bien moi, j'aimerais poser la question, quels sont aujourd'hui nos Big Day Kodesh? Alors évidemment, j'extrapole, c'est pas une question de, on n'est pas Kohen Gadol, mais quels sont aujourd'hui, à nous, notre réalité d'aujourd'hui, nos Big Day Kodesh? À l'époque, des habits, donc, qui avaient un caractère, je dirais, Solennel. Voilà, solennel, et je dirais, et de cérémonie. Et imaginez-vous des habits, lorsqu'on les porte, eh bien, on rentre dans un rôle qui nous fait prendre conscience que on fait partie d'un peuple, nous fait prendre conscience qu'on a une responsabilité. D'accord? Vous voyez à quoi j'arrive? Oui, oui. Hein. Comme par exemple, je vous rappelle le Rav David, le Rav Share Shuva Cohen, qui était le Rav de Haïfa, le fils du Rav Nazir, qui était l'élève du Rav Kook, était arrivé à son mariage en Madim, Oui. en habit de Tsahal. Et lorsqu'il s'est excusé d'arriver à son mariage en habit, en uniforme militaire, eh bien, son père lui a dit, mais elle est Big Day Kodesh. Big Day Kodesh, oui. Mais alors, je veux dire qu'au-delà, vous voyez, de la dimension extrêmement militantiste de l'armée, nanana, c'est Big Day Kodesh. Mais je crois que l'idée était là. Big Day Kodesh sur des habits, lorsqu'on les porte, eh bien, on se sent tout d'un coup revêtu d'une responsabilité. D'accord? Eh bien, je crois que, en effet, l'uniforme militaire a cette fonction. D'une certaine façon, les habits militaires, d'accord, eh bien, sont une forme de Big Day Kodesh. Alors, il faudrait réfléchir aux autres formes d'habits. Alors, je crois que dans le monde Haredi, pour revenir un peu à ce qu'on a dit par rapport à l'habit au début, en effet, dans le monde Haredi, je crois que la volonté de s'habiller d'une certaine façon, uniforme, noir et blanc, plus ou moins, eh bien, c'est peut-être également derrière le concept de Big Day Kodesh. Rappeler à la personne que les habits qu'il porte, eh bien, sont là pour toujours ramener un message, faire passer un message et même éduquer la personne elle-même. Vous voyez? Donc, ce Big Day Kodesh qui est en fait ce beged qui est camoufleur d'identité et qui est trompeur, parce qu'il est dans l'interface entre l'intériorité et l'extériorité, et donc il est justement, on va dire, dans le flou. Eh bien, lorsqu'il est compris comme Big Day Kodesh, eh bien, justement, tout d'un coup, prend toute son importance. Vous voyez, ce sont les Big Day Kodesh aujourd'hui. Eh bien, on a besoin du Big Day Kodesh aujourd'hui. On a besoin, on a besoin de Big Day Kodesh. Eh bien, docteur Michael Ben-Admon, merci beaucoup pour cet enseignement, ce second enseignement livré durant cette heure d'actualité que nous avons consacrée à la fête de Pourim. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en cette fête de Pourim. Bonne fête de Pourim, Pourim Sameach et Shabbat Shalom. Pourim Sameach, Shabbat Shalom.